Tous ont ri du millionnaire après qu'il ait perdu un pari et dû épouser une femme obèse, sans savoir qu'elle possédait un empire encore plus grand que le sien. À Paris, dans un loft suspendu au sommet d'un immeuble de verre, Louis Moreau observait la ville comme un empereur contemple son royaume. Il avait 32 ans, un sourire taillé sur mesure, des montres dont le prix aurait couvert le salaire annuel de ses ingénieurs, et une confiance en lui si dense qu'elle semblait précéder son arrivée dans toute pièce. Fils unique d'un couple de banquiers défunts, Louis n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, sauf pour maintenir l'image qu'il croyait être celle de la réussite. Il était le fondateur et PDG de Vision, une start-up de Dismassé, cybersécurité devenue en 5 ans la coqueluche des investisseurs européens. On le surnommait le petit génie de la tech française, bien que personne n'ose lui rappeler qu'il avait autant de flair que de chance. Son charisme, savamment dosé entre insolence et élégance, faisait de lui l'invité vedette de toutes les soirées parisiennes. Il savait exactement comment faire rire, séduire, impressionner, mais jamais vraiment écouter. Les gens gravitaient autour de lui, fascinés autant que méfiants. Louis collectionnait les trophées, qu'ils soient en verre, en chair ou en chiffres, mais aucun ne brillait aussi fort à ses yeux que son propre reflet. Ce soir-là, à Saint-Tropez, une fête fastueuse battait son plein dans une villa louée pour célébrer l'entrée en bourse de Vision. Le champagne coulait à flots, les drones filmaient les invités depuis le ciel, et une piscine illuminée d'un bleu irréel reflétait les visages ravis des convives. Tout le monde voulait approcher Louis, échanger quelques mots, se faire remarquer. Il adorait ce jeu, il s'en nourrissait. Il n'y avait pas de place pour l'imprévu dans sa vie, sauf peut-être dans l'excès. Autour de lui, une poignée d'amis, ou plutôt de compagnons de fortune, riait bruyamment. Ils formaient une cour frivole, toujours prête à alimenter son ego. Ils se souvenaient tous de l'époque où il rêvait de ce monde, avant que Louis n'en devienne le roi. L'un d'eux, un certain Hugo, émergea du groupe avec un sourire provocateur. Il tenait un verre à moitié plein et les yeux brillants d'alcool. « Louis, tu te crois invincible, mais oserais-tu un vrai défi ce soir ?»« Je n'ai peur de rien, tu le sais bien, » répondit-il avec nonchalance. « Très bien. Alors, prouve-le. Tu vas épouser la première femme que l'on choisira pour toi, ici, maintenant. Pas de retour en arrière, juste pour voir si tu es aussi courageux que tu es arrogant. » Un éclat de rire général secoua le groupe. Louis, lui, souriait déjà, croyant à une farce sans lendemain. Il leva son verre et déclara « Marché conclu, à condition qu'elle dise oui. »« Ne t'inquiète pas pour ça, » répondit Hugo. « On s'en charge. » Le destin, ou peut-être le hasard cruel, fit alors entrer en scène Pauline Dubois. Elle était en retrait près du buffet, un verre d'eau à la main. Rien en elle n'évoquait l'univers scintillant de cette fête. Elle portait une robe noire simple, ses cheveux bruns attachés en chignon bas, et son visage semblait à la fois doux et fermé. Son corps, bien loin des standards imposés par la mode ou Instagram, attirait des regards qu'elle ignorait avec une aisance troublante. Elle semblait ne pas appartenir à ce monde, mais n'en paraissait ni gênée ni impressionnée. Pauline observait. Elle comprenait. Les amis de Louis la repérèrent immédiatement. Ils échangèrent un regard complice et s'approchèrent d'elle. « Mademoiselle, notre ami Louis souhaite vous faire une proposition un peu particulière, » dit Hugo, moqueur. Elle leva les yeux vers eux, sans ciller. « Ah oui, et de quoi s'agit-il » Louis s'approcha, sourire en coin. Il n'avait pas encore vu son visage de près. Quand il le fit, il marqua un instant d'arrêt. Elle le regardait droit dans les yeux, aucune gêne, aucune crainte, juste une présence entière. « On plaisantait, dit-il. Mais si vous acceptez de jouer le jeu, on se marie. Là, maintenant. » Un rire nerveux s'éleva autour d'eux. Pauline, elle, ne rit pas. Elle observa encore un instant ce groupe d'hommes sur deux, puis dit simplement « D'accord ». Un silence s'abattit. On crut d'abord à une blague. Mais non, elle tenait parole. Elle ne riait pas, ne protestait pas, ne posait aucune condition. Elle acceptait. Louis, un instant déstabilisé, se reprit et leva son verre une nouvelle fois. Alors à mon mariage, les invités explosèrent de rire. Un DJ changea la musique, des feux d'artifice furent lancés. La fête reprit, plus folle encore. Mais quelque chose dans le regard de Pauline dérangeait Louis. Il ne savait pas quoi, mais ce n'était pas le regard d'une femme piégée. C'était le regard de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Et Louis, sans le savoir, venait d'ouvrir la première page d'une histoire
qu'il ne contrôlerait pas. La rumeur avait parcouru la côte en une nuit, portée par les stories Instagram, les murmures moqueurs et les flashs indiscrets des téléphones portables. Dans les heures qui suivirent cette étrange déclaration, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Louis Moreau, le prodige de la tech, fiancé à une inconnue en surpoids rencontrée à Saint-Tropez, titrèrent les comptes de « potins en ligne ». Les commentaires fusaient, cruels, incrédules, souvent impitoyables. Certains criaient à la supercherie, d'autres saluaient le courage de Pauline comme s'il s'agissait d'un acte militant. Mais derrière les écrans, la majorité riait. Louis, lui, s'était réveillé dans un lit d'hôtel avec une migraine atroce et un sentiment d'irréalité. Il ne se souvenait pas exactement du moment où il avait dit oui pour de bon. Peut-être n'avait-il jamais vraiment dit oui. Mais les vidéos, elles, disaient le contraire. On le voyait trinquer avec Pauline, la prendre par la taille, annoncer à la foule hilare qu'il se marierait dans la semaine. Et surtout, on le voyait sourire. Ce sourire-là, les journalistes s'en étaient emparés comme d'une preuve irréfutable d'intention. L'affaire avait éclaté au grand jour comme un scandale aussi ridicule que savoureux. Ses avocats, ses conseillers, même son équipe de communication, tous lui demandèrent d'annuler la farce. Il en avait encore le droit. Rien n'avait été signé. Aucun document officiel n'était en jeu. Mais Louis, blessé dans son orgueil, piégé par son propre besoin de toujours paraître inébranlable, répondit sèchement qu'il ne se dédirait pas. « Ce serait reconnaître que j'ai eu peur », disait-il à ses proches. Il n'admettait pas que ce n'était pas du courage, mais de l'orgueil pur. Pauline, quant à elle, était restée étrangement silencieuse. Elle n'avait accordé aucune interview, ne s'était pas exprimée sur ses réseaux, ne s'était même pas défendue. Elle continuait sa vie comme si rien n'était arrivé, ce qui ajoutait à la curiosité collective. Qui était-elle? Pourquoi avait-elle accepté? Et surtout, que cherchait-elle? Le jour du mariage approchait. Louis, contraint par sa propre posture publique, avait opté pour une cérémonie civile en petit comité, à la mairie du 7e arrondissement. Pas de robe blanche, pas de musique, pas de fête, uniquement des documents à signer, quelques flashs et une poignée d'amis triés sur le volet. La presse avait été tenue à distance, mais cela n'avait pas empêché les photos de fuiter. Les titres des magazines furent aussi acides qu'imaginables. L'union de la beauté et de la bête digitale. Louis Moreau dit oui à l'improbable, quand le génie épouse l'absurde. Dans les bureaux luxueux de Vision, l'ambiance s'était refroidie. Certains collaborateurs riaient sous cape, d'autres s'inquiétaient. La bourse avait légèrement réagi à la nouvelle, pas encore de manière catastrophique, mais l'image de l'entreprise fondée sur la modernité, le sérieux et l'innovation semblait vaciller sous l'ombre d'un bad buzz persistant. Louis faisait bonne figure, mais derrière les portes closes, il fulminait. Il s'était piégé tout seul. Le matin du mariage, il arriva à la mairie avec une chemise repassée à la perfection, un costume sobre, des lunettes de soleil noires pour cacher les cernes. Pauline était déjà là. Elle portait une robe crème qui tombait jusqu'aux chevilles, sans fioriture, sans effet. Mais il y avait dans sa posture une tranquillité presque désarmante. Elle souriait poliment, calmement. Elle ne semblait ni intimidée, ni exaltée. Elle était simplement présente. Quand le maire lut les articles de loi, il y eut un moment de flottement. Louis fixa un instant la main de Pauline avant de la prendre. Elle ne tremblait pas. Son regard, toujours aussi serein, croisa le sien avec une intensité que Louis ne comprenait pas. Puis ils signèrent, l'un après l'autre, en silence. Une fois sortis, les flashs crépitèrent. Ils posèrent, par obligation, devant les photographes. Pauline ne cherchait pas la lumière, mais elle ne la fuyait pas non plus. Elle se tenait droite, digne, indifférente au vacarme autour d'eux. Louis, lui, souriait par automatisme, déjà lassé de cette mascarade qu'il ne parvenait plus à maîtriser. Ils montèrent ensemble dans une berline noire, direction l'appartement de Louis. Le silence régnait à l'intérieur du véhicule, seulement brisé par les notifications incessantes sur le téléphone de Louis. Il les ignora. Pauline regardait par la fenêtre, sans rien dire. Ce n'est qu'une fois arrivé chez lui dans l'immense salon lumineux avec vue sur la tour Eiffel, que Louis se tourna vers elle, avec une lassitude mêlée d'agacement. « Écoute, je ne sais pas ce que tu espères de tout ça, mais je préfère qu'on mette tout au clair dès maintenant. » Elle le regarda calmement. « Très bien, que veux-tu clarifier? Ce mariage, ce non-sens, c'est une erreur. Je ne voulais pas que ça prenne cette ampleur.
Je vais faire en sorte qu'on dissolve ça proprement dans quelques semaines. Pauline acquiesça d'un léger mouvement de tête. D'accord. D'accord? C'est tout? Tu es un homme intelligent, Louis. Tu sais très bien que les erreurs les plus graves sont celles qu'on ne reconnaît jamais. Mais si tu préfères continuer à croire que tu contrôles tout, alors je respecterai ton théâtre. Pour l'instant. Louis resta figé. Il n'avait pas prévu qu'elle accepte aussi facilement, ni qu'elle parle avec une telle assurance. Il ne savait pas comment l'interpréter. Il y avait dans sa voix quelque chose de stable, de posé, qui tranchait avec l'image d'une femme blessée ou manipulée qu'il avait peut-être, inconsciemment, attendue. Il détourna les yeux. Pauline se leva, posa son sac sur une chaise et se dirigea vers la chambre d'amis sans un mot de plus. Ce soir-là, Louis Moreau comprit que cette histoire ne se déroulerait pas comme il l'avait imaginé, et que Pauline, Dubois, qu'il pensait être une note de bas de page dans sa vie brillante, était peut-être la page elle-même. Une page qu'il n'avait jamais appris à lire. À toi maintenant. Dis-moi si cette deuxième partie est conforme à tes attentes, et je passerai à la suite dès ton feu vert. Le jour suivant leur union, le visage de Louis Moreau était partout. À la une des tabloïds parisiens, dans les chroniques matinales des chaînes de télévision, au centre des mèmes viraux partagés sur les réseaux sociaux. Il n'était plus seulement l'homme qui avait révolutionné la cybersécurité, mais celui qui s'était marié pour rire, avec une femme que la société avait jugée indigne de lui. Le scandale avait dépassé les frontières de la France. Des journaux britanniques et américains s'étaient emparés du sujet, le traitant à coups de titres cyniques, moqueurs ou faussement admiratifs. Les gros plans de Pauline Dubois, le jour du mariage, circulaient aux côtés de montages grotesques. On commentait son poids avec une cruauté déguisée en humour. On inventait des rumeurs, on spéculait sur ses intentions. Était-elle une croqueuse de diamants? Une opportuniste géniale? Une inconnue chanceuse? Tout le monde parlait d'elle, mais personne ne lui demandait son avis. Louis, lui, oscillait entre colère et déni. Ce qui avait commencé comme un défi, une bravade d'enfant gâté, devenait un cauchemar médiatique. Il avait voulu jouer au roi et s'était retrouvé clown malgré lui. Pourtant, il refusait toujours d'annuler le mariage, par fierté ou par entêtement, incapable de reconnaître sa propre erreur. Il croyait encore pouvoir contrôler la narration, renverser l'opinion publique avec une pirouette, transformer ce désastre en manœuvre de génie. Mais rien ne marchait comme prévu. Dans son appartement, la tension était palpable. Pauline, fidèle à son calme habituel, ne réagissait à rien. Elle lisait les journaux sans sourciller, observait les commentaires sans émotion apparente. Elle prenait ses repas seule, souvent dans le bureau qu'elle avait improvisé dans une pièce inoccupée du duplex. Elle ne demandait rien. Elle ne reprochait rien. Elle existait dans cet espace comme une présence silencieuse mais inébranlable. Louis, déstabilisé par cette attitude, ne savait plus comment se comporter. Il aurait préféré les cris, la confrontation, n'importe quoi qui le rassure sur sa supériorité. Mais elle ne lui donnait rien. Quelques jours plus tard, ils furent invités à un gala de bienfaisance organisé par un fonds d'investissement lié à la tech. La présence de Louis était attendue. Celle de Pauline, contestée. Certains organisateurs avaient tenté de lui faire comprendre qu'il serait peut-être préférable de venir seul pour éviter les tensions, mais Louis, sous pression de son image publique, insista pour qu'elle l'accompagne. Il n'allait pas se laisser dicter sa conduite, pas maintenant. La soirée se déroulait dans un hôtel particulier de l'avenue Foch, un lieu où le cristal, le marbre et l'arrogance rivalisaient d'éclat. Dès leur entrée, les regards convergèrent vers eux. On chuchotait à leur passage. Les sourires étaient forcés, les poignées de main trop brèves. Pauline, dans une robe bleu nuit qui soulignait sa silhouette sans chercher à la dissimuler, avançait avec assurance. Elle n'avait pas peur, elle ne se cachait pas, et cela agaçait. Au cours du dîner, ils furent placés à la table principale, aux côtés de plusieurs figures influentes du secteur. Parmi elles, Gérard Lemoine, fondateur d'un géant des télécommunications, connu pour son franc-parler et son mépris voilé pour ceux qu'il jugeait inférieurs. Il entama une conversation sur les fluctuations du marché énergétique avec une légèreté teintée de suffisance, ignorant Pauline presque délibérément. À un moment, il lança une remarque à double sens sur les nouveaux visages de la tech, en jetant un regard vers elle, accompagné d'un rictus. Louis sentit son estomac se nouer. Il hésita. Devait-il répondre,
faire semblant de ne rien avoir entendu. Avant qu'il ne prenne une décision, Pauline posa calmement sa fourchette, s'essuya les lèvres avec une grâce millimétrée, puis fixa Gérard avec un calme tranchant. « Monsieur le moine, dit-elle, vous parlez de fluctuations comme si elles étaient incontrôlables. Pourtant, depuis 3 trimestres, votre groupe n'a pas su anticiper les variations des prix du gaz liquéfié, contrairement à ceux qui ont investi dans le corridor africain. Peut-être que le nouveau visage de la tech n'est pas celui qui devrait apprendre, mais celui qui refuse de regarder au-delà de son propre miroir. » Le silence s'abattit sur la table. Même les serveurs s'arrêtèrent un instant. Louis cligna des yeux. Il n'avait jamais entendu Pauline parler de cette façon, ni à lui ni à personne. Gérard, rouge de surprise, marmonna une réponse confuse avant de se plonger dans son assiette. La conversation changea de ton, et surtout, les regards sur Pauline changèrent aussi. De retour à l'appartement, Louis ne put s'empêcher de lui lancer « Où as-tu appris à parler comme ça ?» Elle haussa légèrement les épaules. « J'écoute, j'observe, je retiens. Toi, tu ignores, tu parles, et tu oublies. » Il la fixa, incapable de répondre. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il ne la voyait plus comme une étrangère dans son univers, mais comme une anomalie qu'il n'avait pas su évaluer. Quelque chose en elle résistait, et cette résistance, loin de le rassurer, le troublait profondément. Les jours passèrent, et l'effet de ce dîner fit son chemin. Certains contacts professionnels de Louis commencèrent à poser des questions sur Pauline. D'autres tentaient d'en savoir plus discrètement. Mais elle restait insaisissable. Pas de réseaux sociaux actifs, pas de biographie publique, juste quelques articles de presse économique flous sur une certaine Pauline D, mentionnée comme membre du conseil d'administration d'un groupe discret, mais puissant. Louis, piqué par la curiosité, se mit à chercher. Il voulait comprendre. Il avait besoin de savoir qui était réellement la femme qu'il avait épousée pour prouver sa témérité. Et plus il découvrait, plus l'idée de l'avoir sous-estimée commençait à l'obséder. Mais il ne savait pas encore à quel point il avait été aveugle. Ce qu'il croyait être une farce commençait à prendre la forme d'un enseignement brutal. Et Pauline, sans jamais hausser le ton, devenait peu à peu l'énigme centrale de sa propre existence. « À toi maintenant. Dis-moi si la partie est conforme à ce que tu espérais, et je poursuivrai ensuite. » Le printemps parisien baignait la ville d'une lumière dorée, mais dans l'esprit de Louis, les jours semblaient de plus en plus brumeux. Depuis ce fameux dîner au gala, quelque chose avait changé. Pauline, qu'il croyait comprendre au moins partiellement, échappait de nouveau à toute tentative de définition. Elle s'installait dans sa vie comme une certitude calme, presque dérangeante dans sa stabilité. Louis, d'ordinaire si sûr de lui, perdait pied. Il évitait les confrontations directes, s'enfermait dans son bureau plus souvent, repoussait les rendez-vous non urgents. Il craignait de croiser ce regard, toujours égal, toujours présent, qui semblait en savoir trop. Ce fut donc avec un mélange de nervosité et d'obligation qu'il accepta une invitation à un dîner professionnel organisé par l'un de ses partenaires stratégiques, Vincent Girard, un magnate de la finance aux méthodes anciennes, mais à l'influence incontestée. Le but de la soirée, discuter de potentielles synergies entre leurs entreprises respectives. Pauline, en tant qu'épouse officielle de Louis, fut naturellement conviée. Il hésita à l'en informer, songeant à y aller seul, mais une part de lui savait déjà qu'elle accepterait. Il lui glissa l'information entre 2 silences. Elle hocha simplement la tête. Elle viendrait. Le restaurant choisi par Vincent était un établissement étoilé, situé dans le 8e arrondissement, qu'un lieu où chaque détail, du marbre au silence étudié entre les tables, respirait la richesse tranquille de ceux qui n'avaient rien à prouver. La table était grande, circulaire, et autour d'elle se trouvaient 6 hommes, tous entre 50 et 60 ans, tous vêtus de costumes sombres, tous installés comme s'ils possédaient l'endroit. Lorsque Pauline arriva, elle ne sourit pas. Elle s'assit à côté de Louis sans excès de politesse, mais avec cette grâce naturelle qui troublait ceux qui espéraient un faux pas. Sa robe était sobre, noire, sans bijoux apparents. Les regards masculins, d'abord polis, se firent rapidement curieux. L'un d'eux, Frédéric Delmas, gloussa discrètement en se penchant vers son voisin, en croyant que Pauline ne pouvait l'entendre. « C'est donc elle ? Je croyais que c'était une blague. » Pauline ne réagit pas. Pas tout de suite. Elle attendit.
Le dîner débuta, ponctué de phrases creuses, de toasts banals et de flatteries échangées comme monnaie d'échange. Vincent parla longuement des nouvelles réglementations européennes, d'un futur partenariat en cybersécurité. Louis, encore préoccupé par la gêne ambiante, répondait mécaniquement. Il regardait Pauline du coin de l'œil, attendant une fissure, une réponse. Elle demeurait impassible. Mais tout changea lorsque l'un des invités, Étienne Marceau, dirigeant d'une grande entreprise de distribution énergétique, lança une réflexion apparemment anodine. Ce que je trouve fascinant, c'est la manière dont certaines personnes réussissent à attirer l'attention sans vraiment comprendre le cœur des marchés. Il parlait de Pauline, bien sûr. Tout le monde le comprit. Louis s'apprêta à répondre, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Pauline prit calmement la parole. « Vous avez raison, monsieur Marceau. Attirer l'attention est parfois un jeu d'illusions. Mais comprendre les marchés, en revanche, demande de l'écoute, des chiffres et une vision de long terme. » Elle sortit alors de son sac un petit carnet noir, l'ouvrit lentement puis lut sans hésitation. « En janvier, votre groupe a investi 450 millions d'euros dans un projet d'interconnexion électrique au Maroc visant une capacité de 1000 mégawatts. Mais ce que vous n'avez pas anticipé, c'est que la réforme du marché européen de l'électricité rendra ce projet non rentable d'ici 18 mois. Vous n'avez pas couvert vos engagements contractuels. Résultat, vos actions ont chuté de 13% en 2 semaines. Et pourtant, vous continuez à parler d'expertise. » Le silence fut absolu. Même les serveurs suspendirent leurs gestes. Étienne devint livide. Louis, bouche entrouverte, n'osait plus bouger. Pauline referma le carnet, le posa sur la table et leva les yeux. « Je vous conseille de revoir votre stratégie avant de juger les autres. Ou mieux encore, écoutez ceux qui voient là où vous refusez de regarder. » Personne n'osa répondre. Le reste du dîner fut englouti dans une tension glacée. Les sujets changèrent, les rires furent forcés. Pauline ne parla plus. Elle n'avait pas besoin. Elle avait dit l'essentiel. En rentrant dans le silence feutré de la voiture, Louis ne put s'empêcher de tourner la tête vers elle. Il cherchait les mots. Il ne les trouva pas. Finalement, à voix basse, il articula « Comment tu savais tout ça ?» Elle le regarda brièvement, presque amusée. « Tu crois être le seul à faire des recherches avant un dîner ?» Il resta figé, incapable de formuler une réponse. Pour la première fois, il se sentit nu face à elle, vulnérable. Cette femme qu'il avait invitée dans sa vie par vanité possédait une force tranquille qu'il n'avait jamais connue chez personne. Pas chez ses partenaires, pas chez ses ex, pas même chez ses mentors. Plus tard, seul dans son bureau, il alluma son ordinateur et tapa dans le moteur de recherche « Pauline Dubois ». Il tomba sur peu de choses. Un article ancien sur une jeune femme discrète qui avait pris la tête d'un groupe familial après un accident tragique. Un nom, mentionné dans quelques rapports financiers. Une signature dans un document de fusion datant de plusieurs années. Rien de spectaculaire, mais assez pour éveiller des soupçons. Pauline n'était pas seulement intelligente, elle était préparée. Et Louis comprenait peu à peu que cette histoire, que tout le monde prenait pour une farce, avait peut-être, dès le début, quelque chose de bien plus sérieux. Il venait de recevoir une leçon, non pas publique, mais intime, une leçon d'écoute, de lucidité et surtout d'humilité. Et dans le silence de son appartement, pour la première fois, Louis Moreau sentit que sa vie venait de basculer, pas à cause d'un mariage ni d'un scandale, mais parce qu'il commençait enfin à voir la femme qui se tenait à ses côtés. Et il savait déjà que ce regard ne le quitterait plus. Louis n'avait jamais été homme à douter de ses perceptions. Il avait bâti sa fortune et sa réputation sur cette capacité instinctive à flairer les opportunités, à décoder les failles dans un système, à comprendre les gens mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Mais depuis quelques semaines, tout ce qui le définissait semblait vaciller face à la présence de Pauline. Elle ne haussait jamais le ton, ne cherchait pas à briller, mais laissait derrière chaque geste, chaque mot, une trace difficile à effacer. Louis, peu à peu, se rendait compte qu'il n'était pas le centre de cette histoire. Et cela le rongeait. Les recherches qu'il avait entamées sur elle, d'abord par simple curiosité, prenaient désormais des allures d'obsession. Les informations publiques restaient minces, comme si elle avait volontairement effacé ses traces. Aucun compte personnel sur les réseaux sociaux, pas de présence visible dans les sphères mondaines. Pourtant, en fouillant plus profondément, dans des bases de données financières, des registres d'entreprises,
et des rapports d'activités internationaux, un nom revenait avec une régularité croissante, Groupe Dubois. Ce nom qu'il n'avait jamais relié à elle apparaissait dans des documents techniques, des transactions de haute importance, des négociations énergétiques entre gouvernements, et toujours associé à une certaine Peu Dubois. Ce fut un rapport trimestriel sur les investissements africains dans le domaine logistique qui acheva de dissiper ses doutes. En le consultant via une plateforme d'analyse stratégique réservée aux hauts dirigeants, Louis tomba sur une section détaillant l'organigramme d'un conglomérat franco-belge avec des ramifications en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud et en Europe centrale. En haut de l'organigramme, il lut noir sur blanc « Présidente directrice générale, Pauline Dubois ». Le choc fut immédiat. Il relut 3 fois. Ce n'était pas une coïncidence. Il était marié à la présidente d'un empire industriel dont les chiffres annuels dépassaient les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Il sentit la colère monter en lui, mais ce n'était pas dirigé contre elle. C'était contre lui-même. Comment avait-il pu ne pas voir? Comment avait-il osé croire que cette femme, si calme, si articulée, pouvait être uniquement ce qu'il avait cru voir à Saint-Tropez? Une silhouette en marge, une figure sans importance. Il comprit que l'humiliation publique n'avait pas été d'épouser Pauline, mais d'avoir cru qu'elle n'était personne. Il passa une nuit entière à lire des rapports, à consulter des bases de données internes, à croiser les informations. Le groupe Dubois possédait des filiales dans la logistique maritime, le transport ferroviaire, les infrastructures énergétiques. Ses clients comprenaient plusieurs États africains, des consortiums européens, même des agences de l'ONU. C'était un réseau tentaculaire, discret, mais d'une efficacité redoutable. Et au cœur de ce réseau, Pauline. Le lendemain matin, il descendit dans la cuisine, encore sous le choc. Pauline était déjà là, assise avec une tasse de thé, lisant un journal économique. Elle leva les yeux, croisa son regard. Louis hésita puis posa la question sans détour. « Tu es la présidente du groupe Dubois ?» Elle ne sembla ni surprise ni inquiète. Elle referma calmement le journal et répondit d'un ton neutre. « Oui. Tu ne comptais pas me le dire? Tu ne m'as jamais demandé. » Il resta debout, figé, comme si ses mots suffisaient à tout renverser. Il voulait parler, accuser, questionner, mais rien ne sortit. Pauline se leva, alla déposer sa tasse dans l'évier, puis se tourna vers lui. « Tu voulais une femme qui accepte le jeu. Tu ne t'attendais pas à ce que la pièce change de main. » Louis ne dit rien. Elle le dépassa tranquillement, sortit de la cuisine sans un mot de plus. Il resta seul, les poings serrés, le regard perdu dans le vide. Les jours suivants furent marqués par une tension froide. Ils se croisaient peu, se parlaient à peine. Louis ne savait plus sur quel pied danser. Son orgueil, blessé, l'empêchait de reconnaître l'admiration naissante qu'il ressentait. Sa peur de perdre le contrôle le poussait à la distance. Mais chaque fois qu'il repensait aux documents qu'il avait lus, à la clarté de sa vision stratégique, à l'ampleur de son empire, il ressentait un vertige. Pauline, à sa manière, l'avait écrasé, pas par la force, mais par l'existence. Et cela, Louis ne l'avait jamais vécu. Une invitation arriva cette semaine-là pour une conférence sur l'innovation énergétique à Bruxelles. Pauline y figurait comme intervenante principale. Le nom de Louis n'apparaissait nulle part. Piqué au vif, il réserva immédiatement un billet prétendant à son assistante qu'il voulait voir ce que valaient les concurrents. En réalité, il voulait voir Pauline. Pas celle qui vivait dans son appartement, mais celle que le monde écoutait. La salle de conférence, moderne et pleine à craquer, vibrait d'une attention rare. Quand Pauline prit la parole, la transformation fut totale. Elle ne parlait plus seulement avec aisance, elle dominait l'espace. Son exposé sur la redirection des flux logistiques pour optimiser l'approvisionnement énergétique en Afrique fut salué par des applaudissements nourris. Elle cita des données, anticipa des critiques, proposa des modèles. Louis, assis au fond, ne pouvait détourner le regard. C'était elle, sans filtre, sans masque, une dirigeante. Sur le chemin du retour, il comprit qu'il n'avait jamais eu le contrôle. Et plus encore, il réalisa que Pauline n'avait jamais voulu le dominer. Elle existait simplement à un niveau qu'il n'avait jamais tenté d'atteindre. Il l'avait jugée par son silence, par son apparence, par sa retenue. Il n'avait pas vu la montagne parce qu'elle ne criait pas. Louis rentra à Paris avec un mélange d'admiration, de confusion et de rage intérieure. Il n'avait plus le monopole de la puissance. Et pour la première fois,
cela ne lui donnait pas envie de fuir. Cela lui donnait envie de comprendre, de changer. Peut-être même de mériter la place à ses côtés. Mais il savait qu'il était encore loin, très loin. L'agitation autour de Pauline ne cessait de croître, désormais dopée par la curiosité publique et par une presse qui, n'ayant pas su voir qui elle était, tentait maintenant de reconstituer sa trajectoire avec un zèle presque désespéré. Elle n'était plus seulement la femme que Louis Moreau avait épousée sur un pari absurde. Elle devenait, à mesure que les révélations se succédaient, un mystère stratégique, une anomalie dans un monde de prévisibilité masculine. Les journalistes creusaient, fouillaient, exhumaient des éléments que même Louise ignorait encore. Ce qu'ils découvrirent allait bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Les premiers articles sérieux commencèrent à paraître dans des publications économiques respectées. L'un d'eux, signé par une ancienne collaboratrice de Pauline, retraçait avec précision les circonstances dans lesquelles elle avait hérité de l'Empire du Bois. C'était une histoire que personne ne connaissait réellement, car Pauline avait toujours refusé les interviews. Mais les documents judiciaires, les comptes rendus d'assemblée générale et les archives internes suffisaient à reconstruire le fil. Pauline n'avait que 19 ans lorsqu'un accident de voiture avait fauché ses deux parents. Son père, président du groupe, et sa mère, directrice des opérations logistiques. En l'espace de quelques semaines, elle se retrouva seule, sans frère ni sœur, avec un empire fragmenté entre actionnaires méfiants et cadres vieillissants. Les prévisions étaient sombres. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle cède sa part, quitte le navire ou serve de marionnette à un conseil de surveillance désireux de garder le contrôle. Mais Pauline fit tout le contraire. Elle se présenta à la première assemblée générale, vêtue d'un tailleur gris trop grand, les cheveux tirés en arrière, la voix encore mal assurée. Et pourtant, elle parla. Elle proposa un plan de restructuration que peu comprirent sur le moment, mais qui, avec le recul, fut salué comme une vision audacieuse et salvatrice. Elle ferma des branches déficitaires, investit dans l'intelligence logistique, redirigea les investissements vers des régions négligées par l'Europe, mais pleines de potentiel. En 5 ans, elle redressa l'entreprise. En 10, elle en fit un acteur majeur du continent africain. Tout cela sans jamais apparaître dans les pages des magazines, sans jamais prendre la lumière. Mais au-delà des succès économiques, les journalistes découvrirent aussi la violence du mépris qu'elle avait dû affronter. On exhuma des courriels internes d'anciens cadres où elle était surnommée la baleine héritière, la gamine sous Xanax, le Titanic du bois. Elle avait subi moqueries, résistance, sabotage, sans jamais quitter sa posture de calme presque glaciale. À chaque attaque, elle répondait par des résultats. Elle renvoyait les rieurs par les chiffres, et elle gardait pour elle ses blessures. Louis, en lisant tout cela, sentit une honte sourde monter en lui. Il avait vu Pauline chaque jour depuis des mois sans jamais percevoir l'ombre de cette histoire. Elle ne s'en plaignait pas. Elle ne s'en servait pas comme d'un étendard. Elle l'avait intégré, digéré et transmuté en force. Une interview filmée refit surface peu après. Elle datait de plusieurs années, enregistrée pour un documentaire économique jamais diffusé. On y voyait Pauline assise dans un bureau simple, sans phare ni mise en scène. Une question lui était posée par la voix off. « Comment avez-vous fait pour supporter le regard des autres ?» Elle avait marqué une pause, puis répondu doucement. « J'ai compris très jeune que les gens ne regardent jamais vraiment. Ils projettent. Ce qu'ils voient en moi, ce n'est pas moi. C'est leur peur de la faiblesse, leur obsession de la norme. Alors j'ai cessé de me battre pour être vu. J'ai décidé d'exister, sans demander la permission. » Louis regarda cette séquence des dizaines de fois. À chaque visionnage, il ressentait plus fort l'écart entre ce qu'il avait cru savoir du monde et ce que Pauline lui révélait, simplement en étant elle-même. Il comprenait pourquoi elle ne s'était jamais justifiée, pourquoi elle n'avait jamais tenté de se défendre contre les moqueries. Elle avait dépassé ce stade depuis longtemps. Et lui, qui pensait toujours avoir une longueur d'avance, se rendait compte qu'il n'avait pas encore pris le départ. Ce changement de perception se répercuta jusque dans ses habitudes. Il commença à lire autrement les rapports d'activité. Il cessa de survoler les profils des gens qu'il recrutait. Il se mit à observer, vraiment, à écouter. Pauline n'avait pas besoin de lui pour exister, mais il lui comprenait maintenant qu'il avait peut-être besoin d'elle pour évoluer. Non pas comme une dépendance émotionnelle, mais comme une remise en question radicale. Une nuit, alors, qu'elle travaillait dans le salon entourée de dossiers,
Louis s'approcha. Il ne savait pas pourquoi. Il ne cherchait pas à parler. Il voulait juste être là, dans ce champ gravitationnel qu'elle portait avec elle. Elle leva les yeux, le regarda, mais ne dit rien. Il s'assit à côté, en silence. Elle poursuivit son travail. Il resta là, immobile comme un élève face à une enseignante qui n'impose rien, mais dont la présence suffit à provoquer le changement. Ce fut le début d'une autre forme de relation. Rien n'était dit. Aucun pardon n'avait été demandé. Aucun aveu n'avait été échangé. Mais quelque chose dans l'air avait basculé. Louis, pour la première fois depuis des années, n'essayait pas de convaincre. Il essayait de comprendre. Et Pauline, sans effort, devenait le centre invisible d'un monde qu'elle n'avait jamais eu besoin de conquérir. Elle l'habitait simplement. Les jours s'étiraient dans un rythme étrange, comme suspendus entre deux réalités. D'un côté, l'univers prévisible de Louis, fait de rendez-vous calibrés, de présentations à effets soignés, de contrats arrachés à coups de sourire et de persuasion. De l'autre, Pauline, immobile dans sa constance, mais en perpétuel mouvement dans sa manière d'agir, de transformer ce qu'elle touchait sans jamais chercher à le posséder. La distance qui les séparait, autrefois creusée par l'arrogance de Louis, commençait à s'effacer à mesure que son regard changeait. Il n'y avait plus dans ses gestes cette volonté de contrôle, mais une attention réelle, une écoute, encore maladroite mais sincère. Ce fut à l'occasion d'un déjeuner, organisé presque mécaniquement par l'assistante de Pauline dans un restaurant discret du 6e arrondissement, que le premier pas vers un rapprochement professionnel fut franchi. Le but officiel de la rencontre était une discussion préliminaire autour de l'avenir énergétique de l'Union européenne dans le cadre d'un programme de financement à grande échelle. Vision, avec ses outils de sécurisation des réseaux intelligents, pouvait potentiellement jouer un rôle clé dans l'intégration technologique du projet. Pauline avait pris l'initiative de convier Louis. Ce détail, à lui seul, éveilla sa curiosité. Le déjeuner débuta dans une atmosphère formelle. Pauline, comme à son habitude, était préparée. Elle avait avec elle un dossier compact, contenant une projection en 5 volets d'un plan de restructuration des réseaux d'énergie en France, intégrant des modules de surveillance algorithmique, un domaine où Vision excellait. Louis lut les documents en silence, d'abord avec méfiance puis avec un intérêt croissant. Tout était pensé, chiffré, aligné sur des objectifs de développement durable européens. Il releva les yeux. « Tu veux qu'on collabore ?» demanda-t-il sans cacher son étonnement. Pauline ne s'y a pas. « Je veux que nos deux groupes fassent plus qu'exister en parallèle. Ils peuvent former un écosystème. L'un a les infrastructures, l'autre, la technologie. » Louis hocha lentement la tête. Il reconnaissait ce langage. Il en maîtrisait les codes. Mais ce qui le frappait, ce n'était pas le projet en lui-même. C'était la manière dont Pauline l'incluait, non comme un sous-traitant, ni comme un spectateur, mais comme un égal. Elle n'avait pas besoin de lui. Elle aurait pu choisir n'importe quel acteur du secteur, mais elle le choisissait, lui. « Pourquoi moi ?» finit-il par demander. Elle répondit sans détour. « Parce que malgré ton ego, tu comprends la vitesse du monde, et que je crois que tu peux encore apprendre à écouter ce que tu ne comprends pas encore. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Louis sentit quelque chose se fissurer en lui, non douloureusement mais comme un mur qui s'écroule pour laisser entrer la lumière. Il réalisa que cette femme, qu'il avait jadis traitée comme une anomalie dans son décor parfait, était en train de lui offrir, non une faveur, mais une seconde chance. Une chance d'être à la hauteur de quelque chose de plus vaste que ses propres ambitions. Ils se mirent au travail. Le projet de fusion stratégique prit rapidement forme, discrètement, à l'abri des regards. Une équipe mixte composée d'ingénieurs de Vision et de cadres du groupe du Bois fut constituée. Les réunions se tenaient souvent dans une salle de conférence improvisée dans l'ancien entrepôt de Pauline, à Boulogne-Billancourt. Là, sans le vernis des grandes tours vitrées, les idées circulaient avec une clarté nouvelle. Louis, d'abord tenté de diriger comme à son habitude, apprit à céder la parole, à écouter les silences, à reconnaître quand une solution venait d'un autre que lui. Pauline, de son côté, n'intervenait jamais pour le plaisir d'imposer son autorité. Elle savait déléguer, mais observait tout. Elle laissait les idées s'épanouir, mais n'hésitait pas à trancher quand il le fallait. Louis découvrit une autre forme de commandement, faite de rigueur silencieuse, de choix tranchants, mais toujours argumentés. Et surtout, il découvrit une complicité intellectuelle qu'il n'avait jamais connue.
Travailler avec Pauline n'était pas seulement stimulant. C'était une leçon quotidienne d'équilibre et de puissance tranquille. Un soir, après une longue journée de travail, ils restèrent seuls dans la salle de conférence, entourés de croquis, de schémas, de notes dispersées. Pauline relisait une simulation de flux énergétique, tandis que Louis contemplait le tableau blanc couvert de calculs. « Tu sais, dit-il sans la regarder, je croyais savoir ce que je faisais. Avant tout ça, avant toi. » Pauline leva les yeux, le fixa longuement, sans ironie, sans dureté. « Tu savais, mais tu avais oublié de douter. Et le doute, parfois, est plus utile que la certitude. » Il hocha la tête. Ces mots simples venaient de frapper une vérité qu'il sentait en lui depuis des semaines, sans oser la formuler. À partir de ce moment, quelque chose changea encore entre eux. Ils n'étaient plus deux époux liés par un accident grotesque, ni deux entités professionnelles tentant une alliance par convenance. Ils devenaient une équipe, une vraie. Pauline lui donnait de la place, sans jamais céder la sienne. Et Louis, pour la première fois, ne cherchait plus à occuper tout l'espace. Les progrès furent rapides. Les investisseurs commencèrent à s'y intéresser. Les premières projections de rentabilité furent si prometteuses que les analystes externes, encore méfiants quelques mois auparavant, commencèrent à murmurer que ce partenariat pourrait redéfinir les standards de l'industrie énergétique européenne. Et au milieu de tout cela, Louis ne ressentait pas le besoin d'être au devant de la scène. Il se sentait enfin à sa place, aux côtés d'une femme qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il apprenait enfin à reconnaître. Et Pauline, silencieuse comme toujours, avançait avec lui sans s'arrêter, sans chercher à séduire. Elle bâtissait. Ensemble, ils commençaient à écrire une histoire dont aucun des deux n'aurait pu deviner le début, et encore moins la suite. Le projet avançait avec une fluidité rare. Les réunions devenaient plus dynamiques, les obstacles techniques étaient insurmontés avec créativité, et la complicité entre Pauline et Louis s'approfondissait sans jamais être verbalisée. Leur partenariat ne reposait pas sur des démonstrations affectives ou des gestes publics. Il était tissé de regards silencieux, d'accords implicites et d'un respect croissant qui, dans le monde des affaires, avait plus de valeur qu'une promesse. Ensemble, ils dessinaient un avenir énergétique viable, souverain, innovant, qui attirait désormais l'attention des institutions européennes et des grands fonds de capitaux verts. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. L'union de leur savoir-faire ouvrait des possibilités inédites. Mais ce qui avait été bâti sur le sérieux et la compétence était désormais aussi convoité que fragile. Et dans l'ombre, certains ne supportaient plus de les voir réussir. C'est dans ce contexte d'élan que survint l'événement qui fit basculer leur monde. Un matin, à 7h30, Louis reçut un appel paniqué de son directeur juridique. Des documents confidentiels concernant la fusion stratégique entre le groupe Dubois et Vision avaient été divulgués sur un site obscur, puis relayés par plusieurs blogs spécialisés en économie. Il s'agissait de projections financières internes, d'échanges privés entre les actionnaires, de contrats encore non finalisés. Le ton des publications était accusateur. On laissait entendre que le projet visait à créer une forme de monopole énergétique déguisé, que des ententes illicites existaient entre les deux groupes pour contourner certaines régulations, que des membres du gouvernement étaient secrètement impliqués. En l'espace de quelques heures, la panique gagna les cercles d'investisseurs. Deux fonds majeurs suspendirent leur participation. Les marchés, toujours prompts à réagir à la rumeur, infligèrent une chute de 11% à Vision. Le groupe Dubois, mieux protégé en bourse, subit un impact moindre, mais le coup porté à leur réputation commune fut immédiat. Les rédactions s'emparèrent de l'affaire. Louis fut harcelé de questions à la sortie de son immeuble. Des journalistes attendaient Pauline devant le siège du groupe à la Défense, filmant chaque geste, chaque silence. Dans l'appartement, l'atmosphère était lourde. Louis tournait en rond, les mains crispées, incapable de digérer ce qui venait de se produire. Pauline, elle, restait assise devant son ordinateur, parcourant les documents fuités ligne après ligne. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais Louis connaissait assez bien ce calme désormais pour y deviner une activité mentale intense. Elle analysait, corrigeait, reconstruisait mentalement le puzzle. Il finit par exploser. On a travaillé comme des chiens pendant des semaines et voilà où on en est. On va tout perdre. Tout ça à cause de quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un nous a sabotés, Pauline. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, sans détourner les yeux de l'écran, « Je sais, et je vais le trouver. »
Ces mots, prononcés sans menace ni pathos, portaient pourtant une force glaciale. Louis en fut frappé. Il la vit se lever, attraper son téléphone et passer un appel à son chef de la sécurité informatique. Elle lui donna une série d'instructions d'une précision chirurgicale. Traçabilité des courriels internes, analyse des historiques de connexion, identification des accès non autorisés au serveur. Elle n'avait pas besoin de poser des questions. Elle savait exactement où chercher. Pendant ce temps, Louis s'enfonçait dans une spirale de doute. Il soupçonnait tout le monde, ses associés, ses anciens partenaires, même certains cadres de son comité exécutif. Il savait que sa montée rapide dans le monde des affaires avait généré autant d'admirateurs que d'ennemis silencieux. Mais cette attaque, aussi ciblée que destructrice, portait la signature de quelqu'un de proche. Quelqu'un qui avait tout à perdre ou tout à gagner si le projet échouait. Ce fut 3 jours plus tard que la vérité éclata. Le rapport de sécurité fut déposé dans les bureaux de Pauline à 9 heures du matin. Il ne contenait pas seulement les noms, mais les preuves. Un exécuteur technique, encore en poste, avait extrait les fichiers à l'aide d'un programme de duplication dissimulé dans un module de test. L'ordre avait été donné par Guillaume Serre, directeur des opérations chez Vision depuis 5 ans, un des collaborateurs les plus proches de Louis, et ironiquement l'un de ceux qui avaient salué le rapprochement avec le groupe Dubois avec le plus d'enthousiasme. Louis resta longtemps silencieux après avoir lu le rapport. Il relisait les messages cryptés, les transferts bancaires vers des comptes offshore, les échanges anonymes avec un site concurrent qui avait publié les documents. Puis il referma lentement le dossier, le visage fermé. « Pourquoi » murmura-t-il. Pauline, assise en face de lui, répondit d'un ton sec. « Parce qu'il te hait de ne plus être le seul. Parce qu'il pensait que tu contrôlais tout. Et quand il a vu que tu commençais à me considérer autrement, il a paniqué. » Louis se passa la main sur le visage. Il n'éprouvait même pas de colère. Juste une lassitude immense. Comme si le monde qu'il avait construit reposait depuis le début sur un sol trop friable. Il avait cru pouvoir bâtir seul. Il avait cru être entouré de loyauté. Mais cette trahison, d'autant plus violente qu'elle venait de l'intérieur, lui rappelait que la confiance ne se donne pas à l'instinct. Elle se gagne. Et lui, depuis le début, n'avait jamais vraiment fait cet effort. « On va tout perdre, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. » Mais Pauline le fixa avec une intensité nouvelle. « Non, pas cette fois. Je vais réparer ce qu'on a tenté de briser. » Et elle se leva, droite, sereine. Une fois encore, c'était elle qui avançait sans trembler, et Louis, épuisé, la suivit. Non par faiblesse, mais parce qu'il avait enfin compris que la force ne réside pas dans le bruit, mais dans la capacité à tenir debout quand tout s'effondre. Pauline, elle, ne tremblait jamais, parce qu'elle savait depuis longtemps que la chute n'est qu'un moment, et que la reconstruction, elle, peut être un empire. La salle de conférence était remplie de journalistes, d'analystes, de curieux. L'affaire du sabotage avait fait les gros titres pendant une semaine entière. On parlait d'un complot, d'une tentative de fusion tombée à l'eau, d'un affrontement de géants. Les images de Pauline quittant son bureau entourée de collaborateurs, droite, silencieuse, déterminée, avaient été diffusées à la télévision nationale, analysées à la loupe. Certains médias la présentaient comme la victime, d'autres comme la coupable cachée d'une machination trop complexe pour être décodée. On la comparait à des figures historiques. On tentait de la psychologiser et d'expliquer sa posture. Pourtant, tous ceux qui la commentaient oubliaient encore de faire l'essentiel, l'écouter. Ce matin-là, Pauline Dubois entra dans la salle sans sourire ni garde rapprochée. Elle portait un tailleur gris clair, sans bijoux, sans maquillage ostentatoire. Ses cheveux étaient tirés en arrière, comme lors de son premier conseil d'administration 10 ans plus tôt. Elle s'installa derrière le pupitre, ajusta le micro d'une main calme et balaya la pièce du regard. Louis était dans le fond de la salle parmi les autres, spectateur comme tous les autres. Il l'avait vue se préparer, avait tenté de l'aider, d'intervenir. Elle avait refusé. « Ce n'est pas ton moment. Tu auras le tien plus tard. » Pauline commença à parler d'une voix posée. Elle ne chercha pas à séduire ni à plaider. Elle présenta les faits, les noms, les dates, les preuves. Elle déroula la chaîne de responsabilité du sabotage, désigna les failles de sécurité, expliqua comment elles avaient été exploitées. Elle cita les experts indépendants consultés,
les procédures engagées, les audits internes menés. Elle rendit publique l'identité de Guillaume Serre, accompagna son annonce d'une série de documents signés, d'échanges cryptographiques, d'emails détaillés. L'écran derrière elle illustrait chaque point avec une précision chirurgicale. Puis elle s'arrêta. L'écran s'éteignit. Elle reposa ses notes, leva les yeux. Il est fascinant de constater à quel point la perception gouverne la réalité dans notre époque. On me qualifie d'énigmatique parce que je parle peu. On me soupçonne parce que je suis calme. On doute de moi parce que je n'ai pas cherché à plaire. Mais je ne suis pas une énigme. Je suis une dirigeante. J'ai protégé mes équipes, bâti un empire discret et refusé les feux de la rampe non par modestie, mais par choix stratégique. Un silence impressionnant s'était installé. Pas un bruit, pas une toux. Les visages autrefois dubitatifs semblaient maintenant désarmés. On m'a accusé de manipuler Louis Moreau, de l'avoir utilisé pour obtenir une fusion, de cacher des intentions secrètes. Pourtant, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à découvert. C'est lui qui n'a pas su me voir. Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Elle fit une pause puis reprit. Le pouvoir aujourd'hui est si étroitement lié à l'image que l'on croit qu'une personne ne peut exister sans y correspondre. J'ai trop de poids. Je ne souris pas assez. Je ne joue pas selon les règles sociales qui rassurent. Alors on décide que je suis un mystère. Ou pire, une menace. Elle s'avança légèrement vers le micro, son regard fixé sur le public. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis ce que vous n'avez pas voulu voir. Et je n'ai plus l'intention de me justifier. Elle quitta le pupitre sans attendre de questions. Les applaudissements commencèrent doucement, presque timidement, puis montèrent en intensité. Louis resta immobile, le regard fixé sur elle. Il ne vit plus seulement une femme forte, une dirigeante habile. Il voyait, pour la première fois, une femme libre. Le lendemain, les médias parlèrent d'un coup de maître. La conférence de Pauline fut qualifiée de magistrale, sa posture encensée comme un exemple de leadership du XXIe siècle. Les investisseurs, rassurés par la transparence et la clarté de sa présentation, commencèrent à revenir. Les premières demandes de réévaluation du projet de fusion furent soumises. L'opinion publique, elle, évolua aussi. Des éditoriaux furent publiés pour dénoncer les attaques sexistes, les moqueries sur son apparence, les analyses creuses, basées sur des clichés dépassés. Louis, dans son bureau, lut tout. Il passait d'article en article, d'un fil de discussion à un autre. Mais rien de tout cela ne comptait autant que ce qu'il avait ressenti dans cette salle. Il avait été un de ceux qui n'avaient pas vu. Et maintenant, il n'était plus capable de détourner les yeux. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Pauline était assise dans le salon, un verre d'eau à la main, les jambes croisées. Elle le regarda entrer mais ne dit rien. Il s'approcha, hésita, puis s'assit à côté d'elle. « Tu as été brillante, murmura-t-il. Elle tourna lentement la tête vers lui. « Je n'ai pas été brillante, j'ai été vraie. » Il acquiesça. Puis, dans un souffle, « J'aimerais que tu m'apprennes. Pas à parler comme toi, pas à penser comme toi, juste à voir comme toi. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement, avec cette intensité tranquille qui ne le quittait plus. Puis elle posa sa main sur la sienne. « Alors ouvre les yeux, Louis. Ce monde est plus vaste que ton reflet. » Et dans ce geste, dans ces mots, se dessinait enfin une alliance qui n'avait plus rien d'un accident. Une force née non pas du hasard, mais de deux solitudes qui, contre toute attente, avaient appris à se reconnaître. Le matin était froid, coupant comme un rappel brutal que le succès, même éclatant, n'immunise jamais contre le retour des coups les plus bas. Pauline s'était levée tôt, avait relu les documents, préparé sa stratégie, affûté chaque réponse possible. Ce jour-là, le conseil d'administration du groupe Dubois se réunissait en session exceptionnelle pour statuer sur sa présidence. En apparence, il s'agissait d'une procédure habituelle, un vote de confirmation annuel comme l'exigeaient les statuts. En réalité, c'était un procès déguisé. Après le scandale orchestré, les fuites malveillantes et l'exposition médiatique qu'elle avait subie, plusieurs membres du conseil, actionnaires historiques, conservateurs, majoritairement masculins, s'étaient regroupés pour tenter de l'écarter, sous couvert de préserver la réputation de l'entreprise. Leur argument: sa présence nuisait à la stabilité et à l'image du groupe. Louis, en apprenant cela, sentit une colère froide lui nouer la gorge. Il n'avait jamais assisté à une injustice aussi nue, aussi cynique. Pauline, après avoir
Sauver l'entreprise à l'âge où d'autres découvrent à peine le monde adulte, après avoir triplé sa valeur en moins de 10 ans, risquait de tout perdre. Non pour une erreur, non pour une faute, mais parce qu'elle n'entrait pas dans le moule, parce qu'elle dérangeait. Il tenta de lui parler, de lui proposer des recours juridiques, des alliances politiques, une campagne de presse. Elle l'écouta sans l'interrompre, puis secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de les battre dans leur langue. Je vais leur parler dans la mienne. Et cette fois, ils vont m'entendre. » Louise comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un vote. C'était une ligne de fracture entre deux mondes, et elle allait la traverser seule. La salle du conseil était installée dans une tour de verre surplombant Paris. Les membres du conseil étaient déjà là quand Pauline entra, accompagnée de son assistante juridique. Elle salua chacun avec la même politesse distante, s'installa, en bout de table, sortit son dossier et attendit. Le président du conseil d'administration, un homme sec nommé Alain Bertin, prit la parole pour rappeler le but de la séance. Il usa de termes prudents, mais sa posture trahissait l'enjeu réel. Il évoqua la nécessité de restaurer la confiance, de penser à long terme, de garantir la continuité dans un climat de stabilité. En langage d'entreprise, cela voulait dire se débarrasser de celles qui bousculaient l'ordre établi. Pauline ne broncha pas, elle écouta, et quand vint son tour de parler, elle se leva, regarda chacun des membres un à un, sans note. « Vous m'avez vu arriver ici à 19 ans, terrorisé, vêtu d'un tailleur emprunté, incapable de prononcer 2 phrases sans bafouiller. Vous m'avez regardé comme une anomalie, une erreur administrative à corriger. Vous avez parié contre moi. Et pourtant, je suis toujours là. » Elle marqua une pause. « Vous avez toléré ma direction tant qu'elle restait discrète. Vous avez profité des résultats sans jamais reconnaître les méthodes. Et aujourd'hui, parce que j'ai été attaqué, parce que j'ai dû me défendre publiquement, vous décidez que je suis devenu un risque. Pas à cause de mes résultats, pas à cause d'un manquement, mais à cause de votre inconfort face à une femme que vous ne pouvez pas contrôler. » Des regards fuyants se croisèrent. Elle continua. « J'ai bâti un réseau de partenaires dans 3 continents. J'ai anticipé des crises que vous refusiez de voir. J'ai stabilisé des filiales en chute libre. Et j'ai fait tout cela sans jamais trahir un principe. Aujourd'hui, je ne viens pas mendier ma place. Je viens vous rappeler que je l'ai conquise. » Elle retourna s'asseoir. Le silence fut long. Puis, le président annonça le début du vote. Les membres du conseil glissèrent un à un leurs décisions dans l'urne. Le décompte se fit sous tension. Pauline observait la scène sans cligner des yeux. À cet instant précis, la salle n'était pas remplie d'hommes puissants. Elle était remplie de fantômes du passé, de jugements anciens, de regards qui ne savaient plus comment la contenir. Le résultat tomba. 8 voix pour sa destitution, 9 pour son maintien. Pauline resta immobile. Elle n'afficha aucune joie. Elle savait que ce n'était pas une victoire, c'était une survie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la 9e voix était venue de l'extérieur. Quelques heures plus tôt, dans une démarche inédite, Louis avait vendu une partie significative de ses actions dans Vision pour acquérir en urgence des parts flottantes du groupe Dubois. Il avait racheté, via une société écran, assez de droits de vote pour se faire entendre. Quand la séance avait commencé, son représentant légal avait déposé cette voix de dernière minute. Il n'avait prévenu personne, pas même Pauline. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il voulait seulement faire ce qu'il fallait faire. Lorsqu'elle apprit cela dans le silence de son bureau, elle sentit pour la première fois en des mois quelque chose bouger en elle. Une reconnaissance intime, un respect qui n'était plus seulement intellectuel. Il avait compris, il avait agi, et surtout il avait su rester en retrait. Louis rentra tard ce soir-là. Pauline l'attendait. Il entra, posa son manteau, s'approcha sans parler. Elle le regarda, sans masque, sans défense. « Pourquoi tu l'as fait ?» demanda-t-elle. « Parce que je crois en toi, et parce que je crois que ce monde doit changer. Tu es le début de ce changement. » Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle avança, posa doucement la main sur sa nuque et l'attira à elle. Ce n'était pas un baiser romantique, c'était un pacte, le premier vrai moment où 2 êtres, longtemps étrangers, se reconnaissaient enfin, non pour ce qu'ils avaient été, mais pour ce qu'ils pouvaient devenir, ensemble, sans ego, sans pari, seulement avec la vérité nue de ceux qui, ayant tout perdu, choisissent de se reconstruire à 2.
Le changement ne se fit pas attendre. À peine le vote du Conseil entériné, les premiers signes d'une réhabilitation médiatique apparurent dans les titres des journaux économiques. Mais, cette fois, ce n'était pas la presse à scandale qui en tenait la plume. Les articles publiés dans les Échos, Le Monde et La Tribune parlaient de résilience, de courage stratégique, de lucidité dans la tempête. On y analysait froidement le poids de Pauline dans l'économie énergétique européenne, on soulignait la rigueur de sa gestion, la clarté de sa vision à long terme. Certains allaient même jusqu'à évoquer la naissance d'un nouveau modèle de leadership féminin, moins basé sur la domination ou la démonstration, mais sur une force silencieuse, capable de transformer l'environnement sans l'écraser. Les vidéos de son discours au Conseil, filmées à son insu par un membre anonyme, circulèrent sur les réseaux sociaux. Partagées des millions de fois, elles devenaient le symbole d'une époque en mutation. Des extraits précis étaient cités, repris dans des posts d'opinion détournés même pour inspirer d'autres causes. Mais au lieu d'être déformés, ces mots étaient célébrés pour leur clarté. Pauline, longtemps moquée ou ignorée, devenait subitement une référence. Louis observait cela avec une forme de stupeur mêlée d'émerveillement. Il n'avait pas anticipé à quel point la vérité pouvait frapper plus fort que tous les discours préparés. Il n'avait pas deviné non plus que sa simple décision d'investir dans le groupe Dubois en deviendrait un geste politique, perçu non comme une manœuvre d'affaires, mais comme un acte d'alignement. En renonçant à une part de sa propre entreprise, il avait renversé le regard que le public portait sur lui. L'homme du pari, du caprice, de l'arrogance devenait désormais celui qui avait soutenu Pauline, non par nécessité, mais par reconnaissance. Il ne se défendait plus, il assumait. Invités sur plusieurs plateaux télévisés, ils déclinèrent tous. Pauline ne souhaitait pas entrer dans une boucle médiatique, mais une invitation en particulier retint leur attention. Un entretien, long format, diffusé en direct sur une chaîne publique, dans une émission réputée pour sa neutralité et son sérieux. Le présentateur, connu pour ses questions sans concession, proposait un échange sans coupure, sans montage, sans script. Pauline accepta, à condition que Louis soit également présent. Le soir venu, installés côte à côte sur le plateau sobre, ils firent face aux caméras. Pauline, droite, calme comme toujours. Louis, plus réservé mais visiblement transformé. Le journaliste commença par retracer les grandes lignes de l'affaire, puis leur donna la parole. « Monsieur Moreau, pourquoi avoir soutenu Pauline ?» Dubois, alors que tout semblait indiquer qu'elle allait être écartée. Louis respira profondément, puis répondit sans détour « Parce que j'ai compris que mon silence valait complicité. Parce que j'ai vu ce qu'elle était bien après tout le monde, et parce que je ne voulais pas être un spectateur de son effacement. » Il tourna légèrement la tête vers Pauline, puis ajouta « J'ai été l'homme qui a ri en pariant, sur une femme qu'il croyait faible. J'ai aussi été l'homme qui s'est battu à ses côtés quand il a compris qu'elle portait en elle une force qu'aucun de nous n'avait su voir. » Le présentateur se tourna alors vers Pauline. « Et vous, Pauline, que retenez-vous de tout cela ?» Elle prit un temps avant de répondre. « Que la vérité finit toujours par surgir, même quand on ne la demande pas, même quand on tente de la dissimuler derrière le confort des apparences. J'ai longtemps cru qu'il suffisait d'être excellente pour être respectée. Mais j'ai appris que l'excellence sans reconnaissance finit par devenir une solitude. Ce que cette épreuve m'a enseigné, c'est que la reconnaissance n'est pas une faiblesse, c'est un lien. Et aujourd'hui, je ne me bats plus pour exister. Je vis et je construis. » Un silence dense suivit ces mots. Le présentateur remercia, puis coupa la transmission. À la sortie du plateau, des journalistes les attendaient. Mais cette fois, il n'y avait ni moquerie, ni sous-entendu. Juste une attente silencieuse, presque respectueuse. Ils rentrèrent chez eux dans le calme. Les jours suivants confirmèrent l'impact de l'entretien. Les sondages d'opinion montrèrent une évolution spectaculaire dans la perception du couple. Là où le cynisme régnait, naissait une admiration authentique. Là où il y avait soupçon, s'installait une forme d'espérance. Pour beaucoup, Pauline et Louis incarnaient un renversement rare, celui d'un pouvoir qui n'écrase plus mais qui s'allie. La fusion fut relancée, avec des conditions revues, une gouvernance partagée et une structure de transparence renforcée. Le nouveau groupe, encore en formation, portait désormais un nom en préparation. Dubois-Moreau, reflet d'une égalité réelle et non plus d'un symbole. Les investisseurs revinrent.
Les États partenaires réaffirmèrent leur soutien. L'Europe énergétique, jusque-là fragmentée, commençait à regarder cette initiative comme un modèle possible. Dans un dîner privé, quelques semaines plus tard, entouré d'amis proches, Louis leva son verre. Il parla peu. Mais ses mots, cette fois, furent pesés. J'ai cru que la force se mesurait à la domination. J'ai cru que le pouvoir était un jeu que je maîtrisais. Puis j'ai rencontré Pauline. Elle ne m'a pas fait changer, elle m'a fait voir. Et j'ai choisi de ne plus détourner les yeux. Pauline, assise à sa droite, baissa légèrement la tête. Elle n'avait pas besoin de réponse. Leur alliance désormais ne dépendait plus de mots. Elle se vivait dans les actes, dans les choix, dans ce qu'ils devenaient ensemble. Et dans ce monde qui les avait d'abord rejetés, puis jugés, puis suivis, ils avançaient désormais côte à côte. Non comme une exception, mais comme une nouvelle forme d'évidence. Il y eut un moment discret, presque imperceptible, où tout cessa d'être combat. Ni Louis ni Pauline ne purent dire quand ce basculement se produisit. Il ne fut pas annoncé, ni célébré. Il n'y eut pas de discours solennel, ni de reconnaissance officielle. Il se manifesta simplement dans les gestes du quotidien, dans la manière dont ils se parlaient, se consultaient, agissaient. Ce qui avait été une alliance née du chaos, renforcée par le respect, devint une coopération naturelle. Les tensions d'autrefois s'étaient dissoutes dans la clarté des intentions partagées. La nouvelle entité Dubois-Moreau vit le jour au cœur du printemps. Elle n'avait rien d'un conglomérat froid ou impersonnel. Tout, dans sa structure, avait été pensé pour refléter les valeurs que Pauline et Louis avaient fini par incarner. Transparence, inclusion, durabilité. Les statuts furent rédigés avec soin, les équipes renouvelées avec intelligence. Les postes clés furent occupés non par les plus visibles, mais par les plus compétents. La hiérarchie fut redessinée pour encourager la collaboration transversale. Même les locaux furent revus. Les bureaux ouverts remplacèrent les cloisons. Les salles de réunion portaient des noms de femmes pionnières oubliées. Pauline, présidente du conseil de gouvernance, restait fidèle à sa ligne. Elle ne s'affichait pas plus qu'avant, mais lorsqu'elle prenait la parole, tout le monde écoutait. Louis, désormais directeur de l'innovation, brillait dans les conférences, animait les panels, exposait les projets futurs avec une énergie maîtrisée. Ils n'étaient pas interchangeables, ils étaient complémentaires, et cette complémentarité devint leur force. Ils voyagèrent beaucoup ces mois-là, Berlin, Bruxelles, Dakar, Montréal. Partout où on les invitait, ils présentaient leurs modèles, partageaient leurs résultats, écoutaient les critiques. Pauline se tenait droite lors des panels sur la souveraineté énergétique, évoquant les enjeux de long terme avec une vision rare. Louis intervenait avec brio sur la transition numérique, sur la place de la technologie dans la sécurisation des réseaux. Il n'était jamais là pour convaincre, il proposait. Et c'est ce qui les rendait crédibles. Mais derrière, cette effervescence, une transformation plus intime s'opérait. Louis avait changé. Radicalement. Il ne cherchait plus l'approbation dans les applaudissements, ni la validation dans les regards extérieurs. Il trouvait dans sa relation avec Pauline un miroir qui ne déformait pas. Elle ne le flattait jamais. Elle le voyait tel qu'il était, avec ses doutes, ses failles, sa rage encore vive de ne pas toujours comprendre le monde qu'elle habitait si naturellement. Mais elle ne le corrigeait pas, elle l'accueillait. Un soir, dans un hôtel à Copenhague, après une journée de conférence, ils partagèrent un dîner simple dans la chambre. Pas de serveur, pas de journaliste, juste 2 plateaux, 2 verres de vin et une fatigue douce. Pauline parla peu. Elle lisait un article sur l'impact des politiques écologiques nordiques. Louis, lui, regardait le plafond, pensif. « Je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire. Il y a des mois quand tu parlais de bâtir au lieu de prouver. » Elle leva les yeux, attendit qu'il continue. « Toute ma vie, j'ai voulu qu'on me regarde. Que le monde sache. Que j'étais là, que j'étais brillant, fort, capable. Mais maintenant, ce qui m'importe, ce n'est plus d'être vu. C'est de voir clair. » Elle reposa son livre. Il y eut un silence. Puis, elle dit, « Voir clair, c'est déjà agir. Mais il ne faut pas s'arrêter là. » Louis hocha la tête. Il savait qu'elle avait raison. Il ne suffisait pas de comprendre le passé. Il fallait le dépasser. Les employés de Dubois-Moreau parlaient souvent d'eux comme d'un duo improbable, mais fascinant. Il y avait des sourires complices dans les couloirs des anecdotes qui circulaient.
Pauline, un jour, avait proposé une méthode de négociation inspirée d'un traité du XVIIe siècle. Louis, le lendemain, l'avait adaptée à une interface numérique. Ensemble, ils faisaient dialoguer le temps long et l'urgence contemporaine. Un jour, lors d'un colloque à Genève, une étudiante leur posa cette question. « Comment faites-vous pour fonctionner ensemble alors que vous êtes si différents ?» Pauline répondit sans hésiter. « Parce qu'on ne cherche pas à se ressembler, on cherche à se comprendre. Et c'est bien plus difficile, mais aussi bien plus utile. » Les applaudissements furent spontanés, mais ce que Pauline et Louis ressentaient à cet instant ne relevait plus de la fierté. C'était une forme de paix intérieure, rare, précieuse. Ils n'étaient plus définis par leur passé. Ils construisaient ensemble une trame nouvelle, sans prédétermination. Dans les mois qui suivirent, Dubois-Moreau devint un acteur incontournable dans les débats sur la transition énergétique en Europe. Ils furent conviés à participer à la rédaction de recommandations pour la Commission européenne, invités à siéger à des comités de pilotage internationaux. Mais jamais ils ne perdirent de vue ce qui les avait portés jusque-là: l'exigence, la lucidité, le refus des apparences. Louis, surtout, avait appris. Il n'était plus ce jeune millionnaire imbu de lui-même. Il n'était plus ce provocateur des soirées trop brillantes. Il était devenu un homme qui savait écouter, qui savait attendre, qui savait remercier. Et Pauline, dans ce monde enfin prêt à l'écouter, pouvait enfin parler sans hausser la voix. Parce qu'autour d'elle, il n'y avait plus seulement des oreilles, il y avait du respect, du vrai, celui qui ne se donne pas, celui qui se gagne à force de persévérance, de cohérence, de courage. Et elle l'avait gagné, non pas en criant, mais en restant debout. Le temps avait passé, non comme une fuite, mais comme une sédimentation. Chaque année ajoutait à leur vie commune non un poids, mais une densité. Pauline et Louis avaient traversé ensemble des tempêtes, des expositions médiatiques, des réorganisations économiques et des sommets institutionnels. Ils avaient bâti un modèle d'entreprise respecté, redéfini les contours du leadership à deux voies, prouvé qu'il était possible de conjuguer ambition et éthique sans compromettre ni l'un ni l'autre. Mais au-delà des performances, ce qui s'était solidifié entre eux relevait de l'invisible. Ce n'était plus une alliance, c'était un lien fondateur. Dans un monde où le pouvoir se mesure encore trop souvent à la domination, leur trajectoire faisait figure d'exception. Pauline, avec son calme stratégique, son ancrage inébranlable, sa silhouette qui défiait tous les stéréotypes du succès féminin, représentait une nouvelle lecture du pouvoir. Elle n'était jamais entrée dans les cases, et c'est ce qui lui avait permis de les redessiner. Louis, de son côté, était devenu l'exemple rare d'un homme qui renonce à sa centralité pour mieux exister. Son influence ne venait plus de sa capacité à briller, mais de sa lucidité, de sa capacité à soutenir, à amplifier les voix justes, même lorsqu'elles n'étaient pas les siennes. Un matin d'automne, alors que les feuilles recouvraient les terrasses du siège, parisiens de Dubois-Moreau, Pauline et Louis annoncèrent en interne qu'ils se retiraient progressivement des fonctions exécutives. Le conseil de direction fut repris par une équipe jeune, mixte, formée au sein même de l'entreprise, choisie pour ses compétences et non pour sa conformité. Ils ne se retiraient pas par fatigue, mais par cohérence. Ils avaient bâti un outil. Il était temps de le laisser vivre. À cette époque, ils lancèrent un projet qui leur tenait à cœur depuis longtemps, une fondation, installée dans une ancienne école réhabilitée aux abords de Bordeaux. Son but, offrir à des femmes exclues du monde professionnel à cause de leur poids, de leur apparence ou de leur parcours atypique, une formation complète au métier de la technologie, de la gestion et de la logistique durable. Elle s'appelait Horizon Pluriel. Pauline en était la présidente d'honneur, mais refusait d'apparaître dans les campagnes de communication. Elle disait « Ce que nous voulons changer ne tient pas dans des images, il tient dans les possibilités. » Les premières promotions de femmes accueillies furent une révélation. Certaines venaient de milieux précaires, d'autres avaient connu l'humiliation scolaire, le rejet familial, ou encore des licenciements abusifs fondés sur des jugements esthétiques. À travers des ateliers, des séminaires, des missions réelles en partenariat avec Dubois-Moreau, ces femmes devinrent peu à peu des actrices à part entière du monde économique. Elles ne demandaient plus une place, elles la prenaient avec légitimité. Louis, touché par la trajectoire de ces femmes, décida d'écrire un livre.
non un ouvrage d'expert, ni un récit entrepreneurial classique. Il l'intitula « L'Empire que je n'ai pas su voir ». Le livre ne racontait pas seulement l'histoire de son pari devenu mariage, ni l'ascension de Pauline. Il était avant tout un exercice de vérité. Il y confessait son aveuglement, ses préjugés, sa violence douce d'homme dominant sans le savoir. Il y décrivait, page après page, comment le pouvoir peut aussi être un renoncement fertile, une redistribution. Le livre, publié sans promotion tapageuse, devint pourtant un phénomène. Il fut lu dans les écoles de commerce, dans les universités de sociologie, cité dans les conférences internationales sur le leadership éthique. Mais ce que Louis cherchait, ce n'était pas l'admiration, c'était le relais. Un jour, lors d'une interview discrète donnée à une radio associative, on lui demanda s'il aimait Pauline. Il répondit sans hésiter « Je l'aime de toutes les manières possibles, mais ce qui me lie à elle dépasse l'amour conjugal. Elle a été le commencement de mon honnêteté, l'origine de ma capacité à apprendre sans me sentir diminué. Elle ne m'a jamais réclamé quoi que ce soit. Elle m'a montré ce que je ne voulais pas voir. Et je lui dois non seulement ce que je suis devenu, mais surtout ce que je ne suis plus. » Pauline n'écouta jamais l'interview. Elle n'en avait pas besoin. Elle vivait cette vérité avec lui depuis des années. Ils n'étaient pas devenus des figures parfaites, des icônes figées dans le marbre. Ils restaient deux êtres imparfaits, mais lucides, engagés, liés par une mémoire commune, par des luttes traversées sans jamais s'ériger en victimes, ni en héros. Leur maison, sur la côte basque, était simple, ouverte, remplie de livres et de plantes. Ils y recevaient peu. Ils y écrivaient, lisaient, prenaient le temps de ne rien prouver. Louis s'était mis à la photographie, Pauline à la sculpture, sur bois. Aucun des deux ne cherchait à briller. Ils se suffisaient. Un soir, assis sur la terrasse, ils regardèrent le ciel s'assombrir au-dessus de l'Atlantique. Pauline tenait une tasse de thé chaud. Louis, en silence, posa la main sur la sienne. « Tu penses que tout ça a changé quelque chose ?» demanda-t-il presque dans un souffle. « Pas tout, répondit-elle, mais assez pour que d'autres osent faire autrement. » Et dans cette réponse résidait le cœur de leur œuvre. Ils n'avaient pas renversé le monde. Ils lui avaient juste ouvert une brèche, suffisante pour que d'autres un jour puissent s'y engouffrer.